Clara, tu es à l'origine du podcast Briller en soi et briller ensemble. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce projet? Tout est parti d'un exercice que je donne dans des programmes de leader sur la confiance en soi. On parle de confiance en soi, de syndrome d'imposteur. Et j'ai réalisé qu'il y avait un exercice que je pouvais exploiter. À chaque fois que je le donnais, je voyais des couches s'ajouter et je disais, ben, je peux l'exploiter encore plus. Et à force de le donner, j'ai réalisé que je me faisais des notes. Et il y a un livre, il y a un livre qui est sorti de là. Il y a des chapitres. C'était très clair pour moi la structure du livre, étant donné que j'en ai écrit deux. Je savais déjà comment le faire, comment l'intituler, comment le débuter. Et donc j'ai vu qu'il y avait automatiquement un livre qui arrivait par ça. Donc à partir de là, quand j'ai commencé à noter, je me suis dit ok, comment je peux faire pour pouvoir faire naître vraiment le en soi et le ensemble. Parce que oui, le premier draft du livre, c'est écrit très vite à une vitesse, tu peux pas imaginer. C'est quand c'est là, c'est là. Fait que ça a été écrit. C'est comme si que les 5 à 7 ans d'expérience de formation est arrivé. Puis là, je me suis mise à écrire. C'était le temps d'écrire. Donc, il y avait un momentum. Je l'ai saisi, j'ai réussi à l'écrire. Puis là, j'ai fait, OK, je vais relire. Mais là, maintenant, il faut faire quelque chose de différent. J'ai amené la notion de briller en soi, parce que l'exercice partait de l'introspection, partait de comment on se sent par rapport à l'autre, comment on se sent par rapport à nos tâches en entreprise, comment on se sent dans notre confiance en soi, notre syndrome d'imposteur, dans notre protection, etc. Et basé là-dessus, comment je peux après l'amener dans le relationnel, comment je peux l'amener dans mes équipes, comment je peux l'amener dans l'organisation. Et c'est là que je me suis dit, comment je peux faire briller le tout? Et briller le tout, c'était avec des experts, des leaders, des gens que déjà de mon premier réseau et aujourd'hui, ben, ça a grossi parce que je suis rendue à pratiquement une vingtaine d'entrevues tournées. Mais ça a parti de là parce que je me suis dit, oui, j'ai les exemples, j'ai des exemples concrets de leaders, mais des gens qui sont haut placés, des présidents d'entreprise, des gens en RH qui viennent et qui partagent leur expérience, leur expertise, basée sur des exemples concrets, parce que pour moi, c'est pas juste du telling, où on va donner de l'information, c'est de faire vivre le podcast. C'est que les gens puissent se reconnaître dans les situations pour que le en soi, de prendre le temps de l'écouter, de voir comment ça va agir sur eux, va avoir un impact après sur leurs gestes et leurs actions dans leur ensemble. Et donc, c'est comme ça que, en combinant les deux et en refaisant mes lectures, parce que là, je suis en train de finaliser ma deuxième lecture, avec les exemples, ben, ça alimente avec brio ce que je suis en train d'avancer. C'est comme ça que le podcast est tout simplement né au final, donc avec piste audio et vidéo. Puis j'ai un énorme plaisir là-dedans. Puis c'est rencontrer aussi plein de nouvelles personnes dans différentes industries. Ça permet vraiment de toucher plus de monde qui sont dans des industries différentes aussi. Exact, et de réaliser que les réalités sont pareilles. Parce qu'on parle d'humain. C'est On ça, au gère, final, c'est l'humain c'est qu'on met de l'humain. l'avant. On gère des humains. C'est l'humain qui vient avec son potentiel, c'est l'humain qui vient avec ses défis, c'est l'humain qui vient avec son entièreté au final. Donc, quel est le message ou l'intention profonde que tu veux faire passer à travers ce podcast? Pour moi, je veux rappeler aux gens que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde et peu importe l'environnement, peu importe l'industrie, on a un rôle. Et ce rôle-là, c'est de réaliser qu'on est des humains. Nous sommes des humains, comme je disais tout à l'heure, on gère des humains. Et ces humains-là qu'on gère, ben, vont gérer des projets. Et derrière ces projets, il y a d'autres humains. Et éventuellement, il y a un produit et il y a un service qui sont créés par des humains et qui vont être vendus à des humains. Donc, on gère des processus humains. Donc, aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que dans les organisations, on oublie la base. On oublie la base, on oublie l'humain. On pense d'abord que c'est le chiffre d'affaires. Et puis après le chiffre d'affaires, c'est le client. Et après les clients, c'est nos équipes. Et si on voyait les choses complètement à l'envers, c'est non, on s'occupe de nos équipes qui vont s'occuper de nos clients et éventuellement le chiffre va suivre. Et c'est clair, c'est même pas éventuellement, c'est sûr qu'il va suivre parce que on amène l'humain, parce qu'on l'adresse, parce que pour moi, c'est comme je disais, on gère l'humain. L'humain, c'est qui? L'humain, c'est celui qui vient avec ses doutes, ses peurs. C'est l'humain qui vient prendre des décisions en entreprise, qui en prend quoi? 10, 20, 30, 50 décisions par jour?
Et qu'arrivé à la 20e, il ne sait plus quoi prendre comme décision parce qu'il est fatigué de ces 19 autres qu'il a prises, qu'il ne sait plus si c'est la bonne décision, qu'il a peur de se tromper, qu'il a peur de faire un faux pas, de gaspiller de l'argent, de perdre sa crédibilité. Et c'est toutes ces peurs-là, ces doutes, ces croyances que l'on a adressées. C'est l'humain qui vient avec ses zones de magie, ses zones de génie. C'est l'humain qui vient avec ses forces. C'est l'humain qui... est-ce qu'il sait aussi? Parce que là, je parle de... Je connais mes forces, mais est-ce qu'on les connaît? Quand on parle de briller en soi, c'est aussi je dois connaître mes forces, je dois connaître qui je suis, je dois me connaître ma valeur. Je dois savoir qu'est-ce que j'ai à apporter. Je dois faire savoir mon savoir-faire. Et au-delà de ça, c'est ça qui va faire que, en me connaissant dans les bons côtés, comme dans les moins bons, j'en ai aussi des zones d'ombre, des zones, hein, moi j'appelle ça les angles morts, que je veux plus qu'ils soient en arrière de moi, je veux les savoir, je veux les noter, je veux pouvoir dire, OK, bon, mais ça, Michael, c'est pas ma zone de génie. Peux-tu m'aider là-dedans? De savoir en tant que leader, où est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide? Où est-ce que mes limites s'arrêtent? Et c'est tout ça que je veux adresser là-dedans, parce qu'au final, ça reste des humains qui gèrent des humains, et quand on est dans les peurs, qu'est-ce qui se passe? On voit des jeux politiques se créer, on voit de la jalousie et de l'envie se créer, on voit des conflits se créer, puis c'est de l'ego, hein. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas mis le doigt sur le bobo, sur c'est quoi que j'ai besoin dans la situation. Alors que si je suis capable de mettre des mots sur mes besoins, automatiquement, j'arrive avec ça et je peux en parler. Donc, c'est facile. Donc, ça amène des problèmes aussi de compétition, de comparaison dans nos organisations. Alors que si je brille en moi et que j'ai pris le temps d'être responsable, et réellement, je dis bien responsable à 100% de qui je suis, de mon être, je sais comment rentrer en relation avec les autres. Et si je sais comment rentrer en relation avec les autres, parce que moi, j'ai fait la paix avec moi, j'amène pas la guerre, j'amène pas le conflit. Je peux comprendre quand l'autre est en guerre avec lui-même, parce que je sais que je suis passée à travers le processus. Et donc, on est capable de créer finalement des relations saines, des environnements sains, de la protection, où là, ça devient beaucoup plus facile de gérer l'humain, gérer nos clients et gérer notre chiffre d'affaires. C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que souvent dans le monde entrepreneurial, un des gros challenges que les gens rencontrent, c'est de faire assez confiance à une autre personne pour déléguer certaines tâches. Mm-hmm. Tu sais, lâcher prise et faire confiance à l'humain, c'est quelque chose que beaucoup de gens ils ont des difficultés avec ça, là. Exact, exact. Et ça part de j'ai peur de quoi? Quand j'ai peur de déléguer, j'ai peur de quoi? Est-ce que je me sens suffisamment en protection pour déléguer? Et donc, le livre, c'est vraiment cette protection, cette sécurité-là que j'ai mis en... Je pense qu'on est à 7 chapitres. 7 chapitres pour parler de ça, de cet environnement-là, et qui fait qu'il y a des réflexions concrètes sur soi et en même temps pour créer le pont avec l'autre. Parce que c'est là qu'on est capable de faire une différence. Donc, Zara, à qui adresses-tu ce projet et quel type de personnes tu as envie de toucher avec ton message? Alors, les professionnels, les leaders, les managers, les gestionnaires, assurément, mais on vient de parler d'humain. Fait que l'humain, peu importe son environnement, peu importe là où il est dans l'entreprise, que ce soit la personne qui est à l'usine, avec qui j'ai le bonheur que j'ai le bonheur de former parfois, et la personne qui est tout en haut, PDG ou VP ou autre, à tous les niveaux. Quand je parle de leader, c'est pas un leader qui est en haut de sa tour. Le leader, on est leader de notre vie, on est leader de nos équipes, on est leader de l'équipe dans lequel on est, et peu importe l'endroit où on se retrouve. Donc, que ce soit dans notre environnement entreprise, que ce soit au niveau personnel dans nos familles ou au niveau social, c'est l'humain que l'on adresse. Et qu'est-ce que l'on veut? On veut se sentir utile. On veut sentir qu'on a un impact. On veut contribuer à plus grand. On l'entend beaucoup, puis on l'entend beaucoup d'ailleurs des plus jeunes, de dire, ben moi, je veux contribuer. Ou j'ai des gens qui vont me dire, moi, je vais arrêter ce que je fais, je ne sens pas que je contribue, je n'ai pas l'impression que l'entreprise me permet de contribuer, d'être utile. Les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être reconnus et ils ont besoin d'être aimés. Donc, de prendre le temps de créer cette connexion-là de cœur avec les gens. Puis, je ne dis pas qu'il faut que ce soit des amis, les gens d'entreprise, mais de leur amener des clés de succès pour créer un lien avec eux et avec les autres, ça va tellement fluidifier tout et rendre facile nos connexions
que vous allez vouloir danser en rentrant au travail et non aller à reculons parce que ça va être facile. Vous allez pouvoir mettre de la lumière sur les zones d'ombre relationnelles parce que vous allez avoir réussi à les mettre chez vous. Vous avez vu vos zones d'ombre, vous avez vu, les avez éclairées, vous les avez travaillées, vous allez voir qu'il y en a, puis vous allez voir que vous êtes capable de les régler. Vous n'allez plus avoir peur. Et donc, tout ça pour nourrir quoi? Ce besoin d'utilité, de sens et de dire, bon, je fais partie d'un grand tout. Parce qu'au final, c'est ça, on veut tous avoir un impact. Tout ce que l'on fait, c'est, oui, il y a éventuellement des factures à payer, mais au-delà de ça, j'ai du plaisir dans ce que je fais avec les gens avec qui je collabore au quotidien, avec mon équipe que je gère. Est-ce que ça apporte une certaine satisfaction personnelle? Je pense que c'est vraiment le plus Ça important. vient nourrir, moi je le vois comme nourrir ton être, ton âme. C'est pas cloisonné pour moi. Le perso, le pro, il n'est pas cloisonné. L'un nourrit l'autre. Et je trouve qu'on est, on est en train de pouvoir amener une dimension de plus à notre vie où on peut nourrir ce sens-là qui fait qu'on est moins perdu dans le combien de milliards de personnes qu'on est sur Terre. On est important. On est un maillon. Pour moi, et je termine souvent mes conférences ou formations en disant qu'on est un maillon important dans une chaîne qui est infinie. Mais on contribue. Et trouver cette place-là et le faire briller et s'assurer que nos équipes brillent et qu'ils soient sur la bonne chaise aussi, ça nous rend encore plus forts ensemble. Enfin, pour moi, tu vois, je te parle puis j'ai la sensation que tout est tellement plus facile parce que je le vois et j'ai l'impression des fois de dire mais je suis dans un monde de bisounours. Non, je l'ai travaillé, j'ai eu des zones d'ombre, je les ai travaillées, je peux vous assurer. Et les clients le savent, connaissent mon histoire de A à Z. J'ai des clients qui savent des secrets que je n'ai jamais dit à personne, mais au final, ils sont au courant parce que je me sers de ces zones d'ombre-là que j'ai vécues, de ces endroits où j'ai eu des points de bascule pour dire, mais regarde, puis tu es capable de le faire de cette manière-là pour pouvoir t'en sortir. Puis voici ce que tu peux faire avec tes équipes. Puis ça, c'est parce qu'ils osent, ils prennent confiance, ils bâtissent leur estime, il y a de la valeur qui se crée et ils ont ce courage-là de dire maintenant que j'ai ma confiance et que je sais que je peux m'en sortir, ils prennent le courage, vraiment le taureau par les cornes et dire je vais être capable de le gérer. Mais ça passe encore par soi. Puis toi, Zara, tu as travaillé dans plusieurs entreprises où est-ce que tu as vraiment aidé justement les relations humaines à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que tu as vu un certain pattern qui ressortait d'industrie en industrie? Oui, il y a des éléments que je vois et ça m'amène à 3 points. Premièrement, le travail, il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus parce qu'on a beaucoup d'outils qui nous en créent, parce qu'avec l'IA aujourd'hui, on va beaucoup plus vite. Donc, les idées, ça nous permet d'avancer, de sortir des sentiers battus. On est capable de monter des projets à des vitesses et à créer des envergures énormes. Ça nous fait visiter aussi des frontières et frôler des frontières. Il y a tellement de choses. Donc, le travail, c'est plus, oui, le projet, c'est comme ça qu'on va le faire. Et puis, non, on peut le faire comme ça, on peut le faire de cet angle-là, on peut le faire de cette manière-là, et on peut sortir. Donc déjà là, on a de plus en plus de travail parce qu'on peut s'en créer. La créativité, elle est allumée. Et forcément, on est capable là déjà de voir que la manière de travailler est différente. 2, on a l'aspect forcément relationnel où on a des gens qui commencent à fatiguer. On a des gens qui commencent à être exténués parce que justement, le 3e élément vient mettre une pression là-dessus, c'est l'élément fatigue, l'élément pression, vitesse. On demande de faire beaucoup avec souvent peu de ressources. Ressources financières, ressources de temps et ressources humaines. Enfin, je coach aujourd'hui des leaders à l'international, peu importe les pays, selon les industries bien entendu, on manque de monde. Si la main-d'œuvre manque, qu'est-ce qu'on fait? On presse le citron sur ceux qui sont là. Fait qu'on a plus de travail, on manque de ressources et on a plus de vitesse.
Ces trois éléments qui vont en sens inverse. En sens inverse. Et au niveau du travail, il y a des défis parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire. Il y a des gens, quand on leur dit, bon, ben, il faut que tu fasses ça, mais ils n'ont pas le savoir. On manque de ressources financières, matérielles, de formation, etc. On est stressé par la vitesse du momentum parce qu'il faut gagner de l'argent rapide. Cette urgence de vivre que je ne sais pas. OK, tu es urgentologue, OK, mais même encore là, un chirurgien qui travaille dans ton cerveau, dans ton cœur, veux-tu vraiment qu'il aille vite? Jusqu'à quel point on est dans l'urgence, même quand on est en mode opération? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas répondre, mais cette urgence-là, on se la met pour. Et ne serait-ce que de prendre conscience de ça, c'est réaliser qu'en mettant, même si on diminuait de 2% notre vitesse, de respirer. Et puis de dire, OK, on va l'aborder comment ce projet-là? On va faire ça comment? C'est déjà 2% de moins de stress dans cette journée-là pour toute l'équipe. Est-ce que vous allez perdre de l'argent à cause de ça? Non. Mais ça, par contre, d'appuyer sur le champignon et de dire j'avance vite, ça nous crée des problèmes relationnels. On n'a pas pris le temps d'écouter nos équipes, on n'a pas pris le temps d'écouter leurs besoins, on n'a pas pris le temps de tisser des liens d'équipe, on n'a pas pris le temps de les motiver parce que finalement on a nos objectifs. On crée de la bisbille, on crée des conflits, on crée de la comparaison parce que là on dit ouais ton idée est bonne puis l'autre il est mal luné cette journée-là, on n'a pas pris le temps de le voir parce qu'il a perdu quelqu'un dans sa vie puis là tout va mal dans sa vie et donc il prend les choses personnelles. On ne le sait pas et donc finalement notre vitesse qu'on a mis à créer les conflits qu'on a aujourd'hui, peu importe où on se retrouve, tout simplement. Donc c'est avoir plus de... Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une clarté sur l'entreprise, sur qui on est, avant même de regarder les chiffres d'affaires. Sur nos équipes, comment elle va mon équipe? J'arrive aujourd'hui au travail. Moi, quand je donne une formation, quand je donne une conférence, je me réveille et puis je me dis, OK, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, je me situe à combien pour aller faire mon 500 personnes? Je me situe à combien pour aller donner ma formation à ce groupe-là? Est-ce que je manque d'énergie? Est-ce que j'ai bien dormi? Qu'est-ce qui me manque? OK, là, j'ai besoin de ça, je vais ajuster comme ça, voici. Puis je m'en sors toujours. Mais c'est parce que j'ai fait mon acquis de conscience. C'est pas 1 heure après que j'ai commencé que je sens que j'ai un drop d'énergie, puis que là, je panique parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire devant tout le monde. Je le sais. Fait que je dis OK, mais c'est la même chose. Là, j'ai juste moi à gérer. Mais je regarde mon équipe aussi. Mon équipe, c'est qui? Ce sont mes clients. C'est les gens qui sont devant moi. Ils arrivent avec quoi? Cette journée-là, ça m'est arrivé une dame qui vient de me dire... Écoute, elle est venue me voir en pause, tu as amené cet élément-là avec ton beau-père qui est décédé de cancer. Mon beau-père est en fin de vie actuellement d'un cancer. Ça arrive en plein cœur de la formation. On l'adresse en individuel s'il faut, en groupe s'il y a besoin d'eux, mais c'est à moi. J'ai quand même des gens que je dois gérer, je dois avoir le pouls de ma salle, au même titre que le leader, il doit avoir le pouls de ces personnes avec qui il travaille, ou dans l'usine. La personne à qui je dois donner mon prochain produit ou lui donner mon chariot, là, il va comment? Ou j'attends mon chariot de l'autre. Est-ce que lui est capable d'être performant aujourd'hui parce qu'il vit ça, ou il a mal au pied, ou il a mal à la main? Est-ce que j'ai le droit d'être frustré quand l'autre est malade? Je dois être au courant de mon environnement. Comme quand on conduit, on regarde nos angles morts, on regarde devant nous, on regarde tous nos... On est présent à notre entourage pour que s'il y a quelqu'un qui arrive en fou en arrière, on l'a vu arriver. S'il y a une ambulance, quand on entend une sirène, elle arrive d'où, ma sirène? Mais c'est la même chose en entreprise. Donc, Zara, depuis que tu as commencé tes projets podcast il y a quelques années, est-ce qu'il y a une rencontre en particulier, un témoignage qui t'a particulièrement marqué? Je dirais que chaque entrevue marque. Pour moi, il n'y a aucune personne que je vais croiser, peu importe dans ma vie personnelle ou professionnelle, qui ne m'apporte pas quelque chose. Un sourire, un geste, un mouvement, oh, excusez-moi, madame, je vous ai bousculé. Pour moi, c'est source d'apprentissage parce que c'est en interaction. Hein, c'est l'interaction pour moi qui est importante. Par contre,
ce qui me touche énormément lorsque je rencontre ces personnes qui viennent actuellement dans les podcasts, c'est cette authenticité, cette humilité, cette vulnérabilité qu'ils apportent. Ce sont des personnes qui viennent parfois avec leurs émotions. Des fois, il y a des questions que je vais poser qui vont surprendre, qui vont faire naître une émotion quelconque. C'est des gens qui vont se permettre de la vivre, cette émotion-là, en ondes, même si ce n'est pas live, mais c'est quand même filmé. C'est des personnes qui viennent avec ce qu'ils ont réussi, donc des exemples concrets de motivation que les gens vont pouvoir se servir. Mais c'est aussi parfois dire, mais ça, je l'ai échappé, mais voici comment je l'ai rattrapé aussi. Voici ce que j'ai appris aussi, parce que c'est pas juste des bons coups, c'est tout. Hein. On est des humains, on apprend, on est toujours en mode apprentissage. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec ces personnes-là qui viennent, qui acceptent de venir, c'est que c'est sûr que je suis allée avec mon premier, hein, on a notre premier réseau, donc on demande avec nos premiers réseaux, à notre premier réseau. Mais au-delà du premier réseau, après, c'est des références et des personnes qui te réfèrent à des gens extraordinaires. Je pense justement récemment, vendredi dernier, quand je te dis récemment, c'est vraiment vendredi dernier, une amie qui me réfère à quelqu'un que je ne connais pas, mais tu sais, j'ai dit quelqu'un de cœur qui me réfère à quelqu'un de cœur. Pour moi, on reste dans les mêmes valeurs. Donc voilà, on se parle à peine 10-15 minutes. Il a pris le temps d'aller me connecter sur les réseaux avant d'accepter s'il voulait me rencontrer ou pas, parce qu'elle lui avait parlé du projet. Il a pris le temps, et quand il m'a parlé, il m'a dit, écoute, j'ai quand même pris le temps d'aller regarder, puis j'aimerais ça savoir un petit peu plus. Au bout de 10 minutes, il m'avait dit, écoute, assurément, j'embarque dans le projet. Mais au-delà de ça, c'est qu'il me propose de relire mon livre. Fait que, tu sais, quand on écrit un livre, on l'écrit, on corrige, etc. Puis éventuellement, on a besoin de 5, 6, 8 lecteurs qui vont donner, puis je dis 6, mais ça peut être 2, mais qui vont donner du feedback pour aller l'améliorer, pour pousser plus loin, pour aller ajuster si c'est pas fluide, etc. Mais c'est un monsieur qui ne me connaît pas. Et là où je suis infiniment touchée, et j'ai fait un retour vocal à cette copine-là vendredi, écoute, j'en avais les larmes aux yeux parce que je fête mes 15 ans l'année prochaine de travail autonome. Je suis toute seule, hein, donc oui, je suis incorporée, mais je suis toute seule dans mon entreprise. Après, j'ai des collaborateurs extraordinaires comme toi, mais tu sais, de dire, de voir l'endroit où je suis rendue et d'avoir l'aide qui arrive dans une simplicité. Tu sais, comme entrepreneur, tu dois vivre des moments où il y a des hauts et des bas, et de réaliser qu'il y a eu des moments, moi, personnellement, dans ma vie d'entrepreneur, que j'essayais. Ça fonctionnait pas, puis j'essayais, puis c'était pas la bonne porte, c'était pas le bon moyen, c'était pas la bonne affaire. Puis là, tout est fluide, mais tu sais, je suis sur une autoroute dorée, et il y a à peine de la poussière, il y a à peine une roche, il y a à peine... Si je te parle de ça, puis j'ai de la chair de poule que je sens arriver, là, mais tu sais, j'étais dans cette gratitude. Vraiment dans une gratitude de sentir ce moment je suis arrivée, et la vie pourrait s'arrêter là, ça serait correct. Parce que c'est ça. C'est tellement beau d'entendre ça, Zara. Tu sais, en tant qu'entrepreneur aussi, comme tu dis, tout le monde vit à travers des hauts et des bas. Une chose qui est super importante du côté entrepreneurial, c'est d'être capable d'essayer, de pas nécessairement réussir, mais de continuer à essayer sans perdre l'enthousiasme. Puis ça, c'est la partie la plus difficile dans la vie entrepreneuriale. De se relever à chaque fois. C'est pas le nombre de fois que tu es tombé. C'est le nombre de fois que tu t'es relevé. Puis c'est pas de moi, hein. C'est quelqu'un, je sais pas si c'est pas un boxeur ou quelqu'un de très connu qui a dit ça, là, je pourrais pas vous le dire. Mais c'est exactement ça. Et je pense que quand on garde ce feu-là, il y a toujours eu ce feu-là en moi. J'avais 8 ans que je disais, moi, je vais être devant sur la scène, je veux faire quelque chose de ce type-là. Et puis là, j'en fais des podcasts. Je suis pas sur une scène en train de danser et chanter, mais je suis quand même au devant. Et cette passion de dire, tu sais, il y a une souffrance que j'ai vécue quand j'étais petite.
de voir l'injustice dans le monde, de voir des choses qui n'ont pas de sens, de voir que oui, mais pourtant c'est tellement logique. C'est quand on parle d'équité, diversité et inclusion, pour moi, ça me sort par les tripes. Parce que je dis, oui, mais c'est deux yeux, c'est un cœur, c'est l'humain, c'est l'humain. Tu peux pas faire ça à un humain. Un humain ne peut pas faire ça à un humain, peu importe la couleur, peu importe l'origine. Et c'est des souffrances que j'ai portées. Et c'est ces souffrances-là que quand je regarde des films, et puis j'ai des films que je regarde qui vont venir me motiver quand ça va mal. J'ai un réseau d'entrepreneurs écoute, là, je sais plus, là, je vais aller faire balayeuse à l'aéroport. Tu sais, ça m'est arrivé de dire ça. Je vais aller balayer l'aéroport de Montréal. Je vais faire ça va me faire du bien, faire autre chose dans la vie, là. Mais au moins, il y a eu ces moments-là, il y en a eu. Mais de dire, OK, pourquoi tu faisais tout ça? Ah oui, c'est vrai, tu crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Puis c'est ça, d'allumer une lumière, d'amener une réflexion qui va faire son chemin et que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 ans, ça va naître. Tu sais, de juste avoir la main sur l'épaule de quelqu'un, de dire, ça va aller. T'es correct, t'es parfait, t'es déjà parfait. Oui, t'as échappé. Oui, tu n'as pas confiance. Mais t'as déjà aidé, t'as déjà contribué à l'âge que tu as, même si t'avais pas confiance. Fait que t'as été capable. On va être capable de le faire ensemble et on va continuer à le faire. Et ça, pour moi, c'est priceless. Et quand je perds ma motivation, je retombe sur ces films-là, sur ces moments-là qui vont faire que ça fait toute une différence. Et c'est plus un secret pour les gens qui me suivent, mais je suis fan de Michael Jackson et depuis que j'ai 8 ans. Et une des chansons, et ma chanson préférée, c'est Man in the Mirror. On change la personne qui est devant le miroir. C'est ce qu'il a toujours dit, c'est une personne à la fois. Puis aujourd'hui, c'est la première personne qu'on doit changer dans le brillant en soi. C'est soi. Quand nous, c'est fait, on est capable d'éclairer l'autre. Quand la lumière en soi est allumée, je peux la distribuer à 150, 200 personnes, 1 million de personnes. Mais il faut qu'elle soit allumée là. Je n'aurais pas pu faire ce travail-là si je n'avais pas travaillé sur ces zones d'ombre. Et j'en ai encore des zones d'ombre que je continue à travailler au quotidien. Alors, tu me parles de films qui t'inspirent. Est-ce que tu peux me sortir un exemple? Oui. Alors, vous allez rire, mais Rocky, c'est un des films qui m'inspire, Top Gun. Top Gun, et d'ailleurs, je m'en sers à un moment donné dans le livre, mais je ne sais plus dans quel chapitre, c'est quand il dit ce n'est pas l'avion, mais c'est le pilote. Tu connais ton avion, puis ton ennemi, il connaît l'avion. Au niveau technique, c'est la même affaire. Comment tu vas l'utiliser, cet avion-là? Ben, c'est tes peurs, c'est tes doutes, c'est tes croyances. Est-ce que tu vas oser foncer? Est-ce que tu vas oser arrêter? Est-ce que tu es quelqu'un qui va sortir de ta zone de confort pour essayer quelque chose de différent ou pas? Et c'est là, en fait, parce qu'on a tous les possibilités de faire ce qu'on veut. Maintenant, c'est de dire, est-ce que je le veux? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est un besoin? Et puis, c'est surtout, qu'est-ce que je suis prêt et à quel prix? Et comment le faire sans arriver en haut, sans marcher sur personne? Parce que l'avoir en marchant sur des gens, les gens qui arrivent en haut, pour en avoir vu un ou deux, il n'y a pas de plaisir. Il y a comme quelque chose qui manque, mais c'est parce qu'ils sont seuls en haut. Donc, alors que si on monte et qu'on élève en même temps son monde, on avance. Et je parlais à quelqu'un récemment qui me disait, Zara, j'ai tellement formé mon équipe que mon boss m'a dit, est-ce que tu réalises que maintenant, presque, on n'a plus besoin de toi parce qu'ils sont capables de rouler tout seuls? Il dit oui, mais c'est mon rôle. C'est normal. C'est ça qui est logique, c'est ça qui est intéressant et bien de faire pour l'organisation. Donc, c'est pas je regarde mon CV, et mon rôle, mes poches et puis mon travail. C'est comment je peux faire pour les rendre autonomes pour que je ne sois plus utile parce que ça fait sens pour l'organisation. Puis je me trouverai autre chose. Et c'est ça le briller en soi et ensemble. C'est je me connais suffisamment et je n'ai pas peur de prendre ce genre de décision-là parce que je vois que c'est ce qui est logique. Combien de fois on va dire ça c'est logique, c'est ça qu'on devrait faire, mais finalement on se met des bâtons dans les roues exprès pour que ça prenne plus de temps, parce que pour X raisons, on veut s'en gagner du temps, on veut s'en garder, etc. Pour X raisons. Pourquoi?
Faisons les choses comme elles doivent être faites, sans avoir peur d'eux, tout simplement. Puis souvent, on voit pas non plus qu'est-ce qui s'en vient après, mais c'est juste de faire confiance à toi-même en tant que personne, être confiant dans tes aptitudes, Mhm. Compétence. dans tes compétences. Puis c'est ça qui va te mener à de nouvelles portes par la suite. Définitivement, et t'amènes un point où moi j'ai beaucoup travaillé la foi en la vie. Ça n'a pas été acquis, c'est quelque chose que j'ai eu à travailler et retravailler parce que j'étais, tu sais, souvent l'entrepreneur il va être bloqué par le côté financier, par le côté la comparaison. C'est moi j'ai eu à travailler tous ces points-là. Tu sais, quand je parle de comparaison, de croyances, de peur et tout ça, j'ai joué là-dedans, mais je continue encore à jouer là-dedans. Mais quand on a foi en la vie ou en l'univers, puis là je parle de foi en la vie, mais après ça peut être en Dieu, hein, donc vous utilisez le mot que vous voulez, euh, mais de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui est là et puis qui supporte, moi je me sens soutenue, j'ai l'impression j'ai un, tu sais, Spider-Man avec son filet là, mais moi j'ai comme un filet doré autour là, que je sais que si je tombe, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça me donne des ailes aujourd'hui pour créer et faire ce que j'ai à faire sans peur. C'est des risques, là, de dire, bon, ben, je vais louer un studio, puis je vais investir pour donner gratuitement mes entrevues. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont le faire, puis ils vont finir par dire, bon, ben, on va le rentrer là-dedans, puis on va donner accès 24 heures, et puis après, on va le mettre en bundle et on va aller le vendre en package par la suite. Donc, il y a plein de gens, c'est OK, il y a plein de modèles d'affaires différents. Moi, c'est du gratuit, puis j'offre, puis ça me fait, ça fait plaisir, ça fait partie de ma mission. Euh, mais j'ai plus cette crainte-là. L'ancienne Zara n'aurait pas réussi à prendre ce genre de décision-là parce qu'elle aurait dit non, j'ai peur d'eux et si jamais j'investis ça puis que ça rentre pas, je le fais même pas pour que ça rentre. Je le fais parce que j'ai créé un exercice qui fonctionne, que je sens qui aide réellement et que je veux en parler. Et puis, c'est même pas le nombre de copies, on ne devient pas riche. Je suis pas J.K. Rowling, là. Je ne deviendrai pas riche avec ça. Mais j'ai besoin de sortir un message, puis que les bonnes personnes qui en ont besoin, que le livre, il tombe sur eux, that's it. Puis mon travail, il est fait. Si j'ai aidé 2 personnes, ça sera déjà 2 personnes d'aider, puis c'est parfait. Donc, voilà. Pour moi, le développement professionnel et personnel, ce sont des vases communicants. Hein. Quand je parlais de l'humain, quand l'humain il arrive en entreprise, ben, il vient avec son bagage. S'il s'est énervé le matin avec son ado qui s'est réveillé puis qui était sur les réseaux en train de jouer 30 minutes avant d'aller à l'école, ça énerve. Et là, il rentre dans des tirades à n'en plus finir. Il arrive au travail, il est déjà énervé. Donc, qu'est-ce que ça fait quand il arrive au travail et qu'il est déjà énervé? Est-ce qu'il a pris le temps de se déposer? Est-ce qu'il a pris le temps de réaliser ce qui s'est passé? Il y a de grandes chances que non. Et il est rentré tout de suite dans ses décisions et il a avancé avec ça. Et donc, pour moi, c'est ça, quand je parle de vase communicant, c'est ça. Et j'amène cette dimension-là, justement, où c'est mon histoire que j'aborde. Moi, j'ai pas été très bonne à l'école et j'ai eu des professeurs qui m'expliquaient des notions. Quand il m'explique des notions, puis il me réexplique des notions, à un moment donné, tu sais, quand tu regardes ton professeur, puis que dans ton cerveau, ça fait comme zzz, ou ça fait bip, puis tu sais qu'il n'y a rien qui se passe, puis qu'il n'y a aucune activité cérébrale dans ton cerveau au moment où il parle. Mais c'est parce que, tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais bête et pas intelligente parce que je pensais que je ne comprenais pas. Et oui, je ne comprenais pas, mais au lieu de me dire que l'autre savait peut-être pas expliquer de la bonne manière, ben, je disais que c'était moi qui étais bête. Aujourd'hui, j'ai compris qu'ils avaient atteint leur limite. Ils me réexpliquaient 20 fois de la même manière. Explique-moi différemment, trouve-moi des solutions, donne-moi des exemples. Depuis tout à l'heure, je parle avec des images, je parle avec des métaphores, parce que c'est ma manière d'enseigner, parce que j'ai besoin de voir des images. Et tout ce que je fais, je l'enseigne avec des images, je l'enseigne avec des exemples qui sont concrets. Quand je donne des formations, quand je donne des conférences, quand je fais des team building ou des coachings, c'est des exemples concrets que j'essaye d'aborder. C'est des exemples concrets que j'essaye d'amener
Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que les personnes dans la salle qui veulent réellement comprendre, parce qu'il y en a toujours qui disent, ça vient challenger parfois le contenu. Donc, quand on parle de peur ou quoi, des fois, il y a des gens qui le voient. Puis ça m'arrive des fois, après, ils vont m'écrire un email, Zara, j'ai besoin d'un coaching. Donc, en individuel. Donc, on ne va pas le voir en groupe. Mais là, ils vont savoir qu'il y a des zones d'ombre, ils veulent les adresser. Mais les gens qui veulent comprendre réellement, si je me suis mal exprimée, je veux qu'ils me le disent et que je l'explique différemment. Pour moi, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a juste des mauvais profs. Et je le sens parce que j'ai eu beaucoup de colère par rapport à ça. J'en ai encore parfois. J'ai enseigné 10 ans en entrepreneuriat à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et quand j'abordais mes 6 ou 7 modules de plan d'affaires, je m'assurais, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Est-ce que je me suis exprimée clairement? Et est-ce que vous avez besoin de plus d'exemples? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ou est-ce que, pour moi, je me faisais vraiment l'avocate de la compréhension, puis c'est mon rôle d'expliquer. S'ils n'ont pas compris, c'est ma faute. C'est pas qu'ils sont bêtes. Donc, et ça, pour moi, ça a été le point tournant qui fait que aujourd'hui, on va se le dire, Michael, l'information, elle est disponible. Avant, on avait les bibliothèques pour créer des formations. Après, on a eu Internet, Google. Aujourd'hui, on a l'IA. Avec l'information, elle est disponible. Par contre, là où ma différence, elle est, c'est les exemples concrets. Même une conférence de 30 minutes, il y a 1 ou 2 exercices concrets que je vais amener dans la conférence, même si on est 500 personnes. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est dans l'expérience, c'est dans la prise de conscience. On ne peut que transformer que si j'ai pris conscience. Si je prends conscience de ce qui se passe en moi, je vois mon angle mort et je sais sur quoi travailler. Et pour ça, c'est des exercices. Et les exercices, je les aborde, je les amène, c'est du concret, je les amène à vivre des expériences, c'est de l'expérientiel. Ce que je veux essayer de faire vivre de plus en plus, c'est l'expérience. Parce que c'est là qu'ils ressentent, qu'ils vivent et qu'ils disent, soit je décide consciemment de le mettre sous le tapis, et puis de ne pas m'en occuper, puis c'est un choix, puis ça vient avec des conséquences, soit je décide d'en faire quelque chose et puis je grandis et je fais grandir mon équipe. Mais ma valeur ajoutée, elle est là. Elle est vraiment là. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Maintenant, en 2025, l'information, elle est disponible partout et à une vitesse incroyable. Mm-hmm. C'est trop facile de justement avoir l'information dont on recherche. Mais après ça, c'est la manière d'apprendre cette information-là. Parce que oui, la formation, elle peut être devant toi, mais si elle est pas assimilée de la bonne façon, oui. Le message ne passera pas nécessairement. Non, puis c'est l'intégration, et puis c'est le non-verbal, et puis là, de dire, OK, là, je sens que t'as reculé, là, c'est quoi la prise de conscience? Si tu as envie de la partager, je suis là. C'est des petites choses, mais c'est là que fait la différence d'un formateur. C'est ça, puis l'expérience aussi, puis... Mais voilà, puis c'est le groupe, c'est l'effet de groupe aussi. Enfin, c'est facile de dire, OK, parce que sinon, oui, on lit des livres. Puis c'est toujours le questionnement de dire, c'est là, j'écris un livre. Il y a des choses qui ont déjà été dites. Maintenant, c'est dans la manière dont je l'amène, et les exemples que je donne, et puis l'expérience et les exercices que j'ai créés. Et c'est là que ça fait la différence. Puis chaque personne apprend aussi d'une manière différente. Ça peut être la même information, mais formulée de 2 manières différentes. Puis pour une personne, ça va cliquer. Pour une autre, ça va être l'autre manière d'expliquer qui va cliquer. Exact. Et c'est chacun sa manière, chacun son rythme. Puis chacun son rythme. Dans une période actuellement de changement où le changement a toujours été, c'est ce qui ne change pas. Mais au-delà de ça, la vitesse de changement que l'on a aujourd'hui, peu importe la vitesse, chaque personne a son rythme. Fait qu'on a la personne qui est prête à mettre l'accélérateur vraiment et avancer, puis on a l'autre qui met le pied sur le frein parce que lui, il a peur. Donc là, où il ne sait pas faire, où il ne veut pas apprendre, où il est à 3 ans de la retraite, pas vrai que je vais l'apprendre, où on a toujours fonctionné comme ça, alors pourquoi je changerais? Enfin, peu importe les raisons. Et donc le changement, il a beau être là, il a beau avancer vite, on gère encore des humains qui a son rythme. Qui ont des peurs, qui ont des croyances et qu'on doit adresser et prendre le temps d'adresser. Donc, briller en soi, c'est une belle idée. Mais comment concrètement ça peut améliorer le climat au travail? Prenons un exemple d'une personne qui arrive au travail,
qui a l'habitude, hein, on a beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger, au Canada, au Québec. Et on a souvent appris qu'on doit dire bonjour. On rentre dans l'ascenseur, on dit bonjour. Partout où on va, on dit bonjour. On arrive même dans des cliniques médicales, on dit bonjour. On a ce bonjour-là facile. Et souvent, et c'est arrivé souvent à mon oreille, puis là, c'est un des exemples, il y en a plein d'autres, qui me disent, ah, je rentre au travail. Je comprends que des étrangers me disent pas bonjour et répondent pas, ils n'ont pas cette habitude-là. Mais quand j'arrive au travail, que je croise mon boss, que je dis bonjour, puis qu'il répond pas, on a un petit problème. Euh, on prêche par l'exemple. Briller en soi, c'est aussi commencer à dire si je veux que mes équipes brillent et fassent briller mes clients, qui prennent soin de mes projets pour que moi je brille avec mon patron, je dois donner quelque chose. Et c'est de là que ça part. C'est le leader qui va se mettre réellement au centre de sa vie, au centre de ses décisions, au centre de ce qu'il sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire. Une personne qui va me dire, Zara, moi je veux bien, mais ça veut dire que je dois leur dire que je ne sais pas faire. Et que là, je risque de perdre ma crédibilité. Vraiment? Est-ce que vraiment tu penses perdre ta crédibilité si tu dis à tes équipes, écoutez, là, il y a cette problématique-là. Ça fait 2 jours que je le sais, je cherche, je ne vois pas de solution, j'ai besoin de vos lumières. Aidez-moi. Est-ce qu'on peut créer quelque chose ensemble? Est-ce que vraiment, de cette manière-là, tu vas perdre ta crédibilité? Ou c'est, tu patines et tu montres que tu es capable, que finalement, le poteau rose, il va arriver et que tes équipes vont réaliser que tu t'es débrouillé tout seul sans les consulter? C'est là que la limite, elle est là. Donc, de pouvoir dire concrètement en tant que leader, peu importe où on se situe, peu importe le rôle que l'on a et le titre que l'on a, on reste des humains. On n'est pas obligé de tout savoir, on n'est pas obligé d'être parfait. Tu sais, on parlait tout à l'heure des erreurs que l'on fait dans nos entreprises, cette performance-là de dire on doit être parfait par tout le temps, en tout temps, prendre des décisions, on ne doit pas se tromper. Cette peur de se tromper, la peur qu'on pointe du doigt. On prend la décision en équipe. Éventuellement, je consulte mon équipe, je prends ma décision, puis du mieux de ma connaissance, puis éventuellement, je me suis trompée. OK, je me suis trompée. Puis après, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper? C'est au lieu de se mettre des limites, des barrières et à vivre tout seul. Puis c'est là qu'on crée l'isolement. C'est là que le leader se sent seul. Et c'est là que finalement, on a l'impression que oui, mais c'est lourd, c'est dur. Mais c'est lourd, c'est dur parce que tu l'as choisi. Après, j'entends, on est président, il y a des choses qu'on n'est pas obligé, que la personne qui est à la caisse n'est pas obligée de savoir. Mais on a une garde rapprochée. Moi, j'ai ma garde rapprochée de gens de cœur sur qui je peux pleurer, dormir, avoir des gens qui ont... j'ai des amis qui m'ont dit, Zara, écoute, viens dormir à la maison, dépose-toi, je cuisine pour toi. T'as pas les enfants à t'occuper, t'as pas ton conjoint, t'es toute seule, on est entre nous, puis dépose-toi. Parce que ce sont des entrepreneurs qui me comprennent. Mon conjoint, c'est pas un entrepreneur. Il y a des choses qu'il peut comprendre, puis il y a des choses qu'il peut pas comprendre. Il peut comprendre la partie je suis en couple avec un entrepreneur et voici les défis que je vis. Mais il peut pas comprendre comment l'entrepreneur en soi vit. Ça me prend des entrepreneurs. Fait que j'ai des gens, j'ai mon réseau en arrière. Et ça, c'est vrai dans toutes nos organisations. On doit avoir ces alliés de cœur sur qui on peut compter, se déposer. Montrer notre vulnérabilité. Pleurer s'il y a besoin de pleurer pour laisser passer le trop-plein, pour pouvoir rebondir par la suite. Je pense que la plupart des personnes, ils ont souvent peur de montrer ce côté-là, ce côté vulnérable, parce que oui, on veut avoir l'air au-dessus de nos affaires. Au-dessus de nos affaires, un peu plus dur que l'on est réellement. Mais pourtant, cette vulnérabilité-là, elle peut se transformer en force. Et je pense que c'est en puissance. Puis c'est ça vraiment l'enjeu, en fait, qu'on doit aller un peu plus en profondeur là-dessus parce qu'on n'en parle pas assez. Mais même quand on fait des podcasts, on est là en ce moment aujourd'hui, toi, avec tes clients, tes témoignages et tout ça. C'est les moments qui touchent le plus de personnes, c'est les moments où est-ce qu'on se montre vulnérable. Mais en fait, il y a des livres qui sont écrits, hein, Brené Brown qui a écrit sur la vulnérabilité, et c'est aucunement une faiblesse, au contraire. C'est un effet de levier puissant. De l'utiliser
de l'utiliser, mais même pas, c'est même pas de l'utiliser, c'est être soi en tout temps. C'est ne plus porter de masque, c'est la tombée des masques, c'est ça que je suis, puis c'est ça que je vous donne. Tu me prends ou tu me prends pas. Puis je dis pas qu'après, oui, les personnalités, ça fit ou ça fit pas, ça marche, ça convient pas, donc là, on va devoir faire des ajustements. Mais j'ai plus besoin de patiner pour éviter de montrer, parce que là où il y a une fatigue qui se crée dans nos organisations, en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, où la vitesse, le temps, le manque de ressources, etc., c'est aussi que on patine intérieurement pour ne pas montrer qu'on a été touché, qu'on a été blessé, que c'est pas juste. C'est ça aussi, fait que toute l'énergie qu'on prend pour pas montrer que il s'est passé ça en réunion d'équipe, c'est de l'énergie. Là, quand j'arrive dans mon cubicule, ça fait... C'est réel, mais c'est parce que j'ai pas voulu montrer que j'ai été touchée. Au lieu de dire, j'entends ce que tu dis, mais moi, ça vient me toucher pour telle raison. Ou quelqu'un qui disait, Zara, mon collègue de travail est toujours en retard. Puis au lieu de dire à la personne, t'es toujours en retard, j'en ai marre, je suis fatiguée, plutôt de dire, écoute, quand tu es en retard, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Et ça me touche de voir ça. Qu'est-ce que ça crée dans la communication avec l'autre? Ça fait, mais j'avais pas réalisé ça. Et là, on est capable de discuter. Là, on est capable de créer des ponts. Là, on est capable de se mettre de la puissance dans notre communication. Versus d'être accusateur, et finalement, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser aussi. Tu sais, essayer de comprendre l'humain derrière ça. On Parce est qu'on toujours à ne la sait base. pas, cette personne-là, peut-être qu'elle vit des choses spécifiques dans sa vie. Exact. On ne peut pas nécessairement le savoir. Et donc, à la place de... C'est très humain aussi là, de penser un peu plus à nous versus l'autre personne. Ouais. Mais aussi de se mettre, de réaliser le geste de l'autre, ça a quoi comme impact sur nous, puis de le mettre en mots par la suite. Tu sais, j'ai l'exemple qui m'est venu tout à l'heure. C'est passé sur les réseaux, j'ai pas la source, mais c'est un monsieur qui rentre dans le métro, puis ses enfants ne sont pas du monde dans le métro. Et puis, il saute partout, il crie, c'est tôt le matin. Puis là, il y a une dame qui dit « Hey, tenez vos enfants, ça n'a pas de sens que vous ne les éduquiez pas. » Puis là, il se retourne, puis il dit « Comment voulez-vous dire à des enfants qui viennent de perdre leur mère d'arrêter de crier, de sauter quand moi, je suis une loque? » On ne sait pas ce que les gens vivent. Et on critique tous, on l'a tous cette idée-là. Tu sais, on va croiser quelqu'un, on va juger. C'est l'automatisme. Le cerveau a besoin de tu sais, moi, je vois le cerveau, je vois comme un os. Tu sais, le chien qui est avec son os puis qui doit gruger. Le cerveau, il a besoin de gruger quelque chose. Qui va se mettre quelque chose sous la dent automatiquement. Donc oui, au moment où on se voit faire, il dit attention là. On ne sait pas. Puis oui, peut-être qu'elle est effectivement mal éduquée, puis qu'effectivement, mais elle a eu des parents qui ont éduqué, puis qui ont fait du mieux. Puis oui, elle vivra ses conséquences, mais est-ce qu'on a besoin de bûcher là-dessus, plutôt de la rabaisser, plutôt que de dire voici l'impact, et essayer de l'élever, de trouver des solutions pour grandir si la personne veut être aidée et élevée aussi, parce qu'après, il y a des entreprises où c'est toujours la faute des autres, et puis bon, c'est d'autres games aussi, c'est d'autres jeux qu'on doit aborder. Mais ça reste qu'on ne sait pas, et on juge. On juge nos gouvernements facilement, on juge tout, on juge tout. Qu'est-ce qu'on ne juge pas? On juge tout. Sans se poser la question de c'est quoi qu'il y a en arrière. On ne sait pas c'est quoi qu'il y a en arrière. Donc Zara, si un gestionnaire nous écoute présentement, quels outils, questions ou pratiques pourrait-il mettre en place dès aujourd'hui pour aider à faire briller son équipe? Tu sais, quand on arrive dans nos entreprises, on dit souvent comment ça va? Le week-end s'est passé, comment ça va? La réponse est souvent ça va, même si ça ne va pas. Si on poussait plus loin, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Ou comment tu te sens? Puis prendre le temps de regarder la personne dans les yeux. C'est pas j'arrive, je pose mes affaires, ah oui, puis comment ça va toi? Hey, comment vas-tu? C'est des petites choses, mais de rentrer en connexion avec l'autre. De prendre le temps d'entendre, de voir le non-verbal, de rester en connexion avec l'autre. Et c'est vrai pour soi. Comment je me sens?
Là, il vient de se passer ça en entreprise. Là, on vient d'avoir un communiqué de presse où on est en mode de gestion de risque. Relations publiques, gestion de risque. Là, les médias sont là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? OK, comment je me sens avant d'aller devant la télé, là? C'est quoi qui se passe en moi? Où est-ce que je me situe? Ma météo interne, elle est où? Ma disposition interne, elle est où? Et à partir de là, on est capable de faire quelque chose. À partir de là, on est capable de savoir, là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'un 2 minutes pour pouvoir sortir de la salle, pour me retrouver. J'ai besoin OK, je sais exactement quoi faire, je sais exactement comment je vais le faire. Je me prends des notes et j'avance et je me prépare. Ta météo interne, elle est où? En tant que leader, en tant que personne, ta météo interne, elle est où? Et ça, on a besoin de le savoir. C'est un outil fondamental que quand je dis à mes clients de le tester, ils ne le testent pas tout de suite. Des fois, ça prend quelques séances. Puis j'ai fini par le tester, Zara. C'est puissant. Mais oui, c'est puissant. Parce que quand tu as ta météo interne, tu sais l'énergie que tu as. Tu sais ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de remettre. Quand tu es capable de remettre une rencontre qui était très, 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 très importante avec un employé, mais que cette journée-là, c'est difficile. Et je prends un exemple. On a des personnes on a des femmes aujourd'hui, on en parle de plus en plus, parce que je vous parlais beaucoup de vases communicants tout à l'heure, perso-pro, mais des femmes qui s'en vont en pré-ménopause, ménopause, avec des symptômes et des éléments. Ils dorment plus, ou ils transpirent tellement qu'ils se douchent 2 fois, tellement ils transpirent. Le brain fog, ou justement fog, où ils n'arrivent pas à aligner leurs idées, où ça leur prend tout leur change pour aligner leurs idées. La fatigue qui s'en vient avec ça. Enfin, c'est des symptômes qui sont réels, qui sont concrets. Puis j'en ai plusieurs qui me disent, quand j'ai des demandes de changement de comportement, quand j'ai des décisions à prendre, c'est tough, c'est difficile, parce qu'il faut que je les prenne, mais je sais pas comment. J'ai du mal à les prendre, parce que je vis ça. Donc, je dois savoir que cette journée-là, j'ai moins bien dormi, et qu'il y a peut-être la demande de changement de comportement que j'avais prévue aujourd'hui, je vais la replacer à demain ou dans 2 jours. Ou ma prise de décision, là, mon cerveau, il veut pas computer, là. Il allume pas mon cerveau aujourd'hui. Donc, soit je demande de l'aide, parce que j'ai une décision rapide à prendre, soit j'attends. C'est des petites choses, mais ta météo interne, elle se situe où? Puis c'est vrai pour tout. Là, on est en podcast, on a pris le temps de s'arrêter. La météo interne, j'ai fait mon acquis de conscience avant de rentrer. Je dis, OK, mon énergie, elle est située où? Et c'est vrai pour tout. Faites-le pour tout. Même les rencontres amicales. C'est des petites choses qui font toute une différence. Des fois aussi, comme tu donnais l'exemple, de prendre le temps de dire comment ça va, comment tu te sens, est-ce que tu as besoin d'un petit 2 minutes pour toi? Mm-hmm. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne le font pas, simplement parce qu'ils n'ont pas non plus l'appui de leurs collègues. Si on se donne le droit de se prendre un petit peu de temps pour nous-mêmes, c'est plus facile par la suite de le faire, plutôt que juste d'y aller sans nécessairement je cherche le mot, là, mais un peu comme l'approbation des autres. En fait, si on est leader d'une équipe, moi je dirais, quand vous arrivez le lundi matin pour votre réunion d'équipe, prenez une bonne respiration, puis dites, hey, comment ça va, gang, aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Puis faisons un tour de table. Puis pendant ce temps-là, respirons, parce qu'on prend le temps d'écouter et on respire ensemble. Fait qu'on se donne l'autorisation, mais on le fait ensemble. C'est bénéfique pour tous. Fait que c'est facile à mettre en place. Et sinon, nous, quand on a l'habitude de le faire, quand on voit quelqu'un qui rentre dans notre bureau puis qui est pris dans ses émotions ou pris dans son stress en disant « OK, réexplique-moi ça, là, puis on va respirer ensemble. » Juste ça, ça fait toute une différence. Donc, et oui, il y a des nouveaux gestes à poser. Oui, ça va surprendre au début. Mais il y a un automatisme qui va rentrer, les gens vont réaliser que c'est bénéfique et puis il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est toujours d'oser et de comprendre que quand je fais quelque chose de nouveau, réaliser les impacts que ça a sur vous. La raison pour laquelle je continue d'aller au gym après 4 ans, c'est parce que je vois l'impact sur moi. Je le vois physiquement, mais au-delà physiquement, je le vois sur mon émotion, je le vois sur ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je le vois. Je vois pour mes clients, je vois que je suis plus allumée, je vois énormément de... Donc, j'ai le goût de continuer.
Donc, quand on met un nouveau geste, quand on rentre une nouvelle habitude de choses à faire dans nos organisations ou pour soi, c'est de voir, OK, ben, j'ai fait ça, voici l'impact. Quand je vois l'impact positif, ben, qui est fou? Ça fait du bien, OK. Ben, je vais le continuer. Même mettre en place 15 minutes par jour, simplement juste pour parler de l'humain en soi. Oui, ça te coûte 15 minutes, mais c'est un bon investissement. Mais c'est le 15 minutes, c'est le 15 minutes qui va faire que tout va sortir là, qu'on va l'adresser. Puis attention, je dis pas qu'il faut devenir psychologue là, ou coach. Vous vous référez aux bonnes personnes, vous avez des programmes d'aide aux employés, vous avez référé. Mais au moins, vous avez une idée de, OK, lui, il vit ça, lui, il vit ça, lui, il vit ça. Lui, il veut pas en parler, mais tu as référé à la bonne ressource. OK, maintenant, on est capable d'avancer et la personne se sent reconnue dans ce qu'elle a vécu. Fait que ça prend 5 minutes, tu parles de 15 minutes, puis selon les équipes, oui, ça peut prendre plus longtemps que d'autres, mais je l'adresse en sachant que j'ai pas forcément les clés pour les aider. Des fois, je les ai, des fois, je les ai pas, mais au moins, j'ai les bonnes personnes à qui je réfère. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Puis juste savoir que t'es... Juste, en fait, tes pairs savent ce que tu vis en ce moment. Ben, on est plus doux. On est plus doux avec l'autre. Il y a vraiment ce sentiment d'être compris, en fait, qui s'instaure. L'appartenance, d'être compris, la compassion, la bienveillance qui s'en vient. Tout. C'est ensemble qu'on... Ça change le milieu de travail et ça donne envie d'être là. Puis là, tu as envie d'aller voir ton équipe. Tu l'aimes, ton équipe. J'ai vu des organisations, puis moi, j'avais une frustration jusqu'à temps que je commence à tourner ces podcasts-là. C'était que j'ai des gens qui viennent, qui sont parfois en pause de travail, qui me disent « Ah, ça ne marche pas, mon travail, mon entreprise, etc. » Puis qui me disent « Donne-moi, où est-ce que je peux me placer? C'est quoi les entreprises humaines? » Puis j'étais frustrée parce que pour moi, je ne les trouvais pas, je ne les connaissais pas. Mais quand j'ai commencé à faire les podcasts, j'ai dit, OK, ben, je les cherche. Et il y en a des entreprises humaines au Québec. Il y en a au Canada, il y en a à l'international. Mais on ne les connaissait pas. Fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est aussi de leur donner une visibilité puis de dire, non, tu peux choisir des organisations où il y a des équipes qui s'aiment. Il y a des équipes qui se voient le samedi soir parce qu'ils sont tellement soudés. Il y a des équipes qui collaborent, il y a des équipes qui vont qui vont courir des marathons ensemble parce que ils vont aller chercher des dons. Il y a vraiment des connexions réelles. Puis je dis pas qu'il faut aimer tout le monde dans une équipe, encore une fois. Je dis pas non plus que on doit se livrer tout notre vie non plus. Mais de créer cette connexion-là juste suffisante à votre niveau, à vous, ce que vous êtes capable de donner pour créer une certaine connexion avec l'autre. Et ça fait toute une différence. Ça fait qu'on se sent utile, ça fait qu'on a envie de venir au travail et ça fait que ça donne du sens à notre travail. Que non seulement j'aide mon client parce qu'il règle son problème avec notre produit ou notre service, mais en même temps, je me nourris intérieurement parce que je suis bien au travail. C'est un win-win, c'est une relation gagnant-gagnant. Donc, si tu avais un seul message à transmettre aux gestionnaires, aux leaders et aux équipes qui nous écoutent, ce serait lequel? Osez aller vers vous. Osez aller vers la personne que vous êtes, la découvrir, la connaître. Osez créer cette relation-là intérieure avec vous. D'abord, vous allez découvrir un être magique. Il n'y a pas une personne qui n'est pas magique sur cette terre. On a tous quelque chose à donner. Vous allez découvrir vos forces, vous allez découvrir des personnes qui sont extraordinaires, lumineuses et qui ont tellement à donner. Et qui pensent, souvent on dit, on va entendre des jeunes de 25 ans, 27 ans arriver dans le monde du travail. Oui, mais tu sais, moi, j'ai rien à apporter. Non, qu'on ait 5 ans, même si on a 5 ans, un enfant peut nous apprendre quelque chose. Donc, chaque personne peut vraiment nous apporter quelque chose. Donc, déjà, de rentrer en eux, parce qu'en créant cette connexion intérieure, ils se donnent cette sécurité intérieure. Quand on se connaît, on a des ailes qui poussent parce qu'il n'y a plus personne qui peut appuyer sur nos bobos. Parce qu'on les connaît, nos bobos. On a vu non seulement les côtés lumineux, mais on a les deux. On a le côté lumineux, on a le côté sombre. On a les deux en nous.
Mais quand on apprend à vivre avec ces deux-là, quand on les voit cohabiter, quand on n'est pas en mode je suis dans le déni de qui je suis dans le négatif, mais forcément, il y a quelque chose qui se passe. Et là, j'arrive à créer une connexion avec l'autre parce que je me connais et je suis capable d'aller avec l'autre. Et ça va créer non seulement une relation sécurisante avec soi parce que ben, je me connais, l'autre ne peut pas venir me toucher. Ou s'il vient de me toucher, ben, je fais mon acquis de conscience puis je réalise quelque chose et j'apprends. Et en même temps, ben, je peux créer des environnements sécurisants. Enfin, quand je donne des formations, quand je fais des team building, des coachings, des conférences, c'est toujours cet aspect dans cet environnement sécurisant que je veux apporter, de protection où la personne se sent protégée dans le travail d'équipe, dans ce que j'aborde, pour qu'ils puissent créer cette connexion-là ensemble, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise de se livrer. Et si en tant que personne, j'arrive à me le donner, j'arriverai à le donner aux autres, ce côté sécurisant-là, ce côté protection dans l'entreprise, pour que les idées soient cogitées. Parce que le nombre de personnes qui me disent « je ne veux pas donner mon idée par peur de me la faire voler », parce que j'ai peur de la concurrence, parce que je veux monter et puis j'ai mon plan, versus dire non, non, on grandit ensemble et on avance et j'ai pas peur d'eux. On crée des environnements sécurisants et donc les gens vont vouloir donner leurs idées, vont vouloir partager. On va générer beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'idées. Donc on est en train d'élever toute l'entreprise juste en s'adressant soi. Si je m'adresse moi en tant que leader, et que j'adresse les autres en tant que leader, que chacun s'adresse, ben imaginez l'effet boule de neige. C'est que là, vous replacez réellement et concrètement l'humain au cœur des organisations en faisant briller vous, le en soi, et le faire briller ensemble parce que vous rentrez en mode connexion avec l'autre. Tout y est. Tout y est.